La passe de la Goule, chapitre 1. La porte pivota, et un homme vêtu d'une simple bure pénétra dans le long couloir de pierre claire. Il était de haute taille, maigre, les traits émaciés et les cheveux ras. Sa démarche était hésitante et, quand il passa la main sur son crâne, il soupira longuement. Artis Valpierre était un rêveur d'Ondiane. Il avait décidé 10 ans plus tôt de consacrer sa vie au rêve et était aujourd'hui initié du 4e cercle. Il avait depuis longtemps compris que la confrérie nourrissait des ambitions et des objectifs autrement plus complexes que l'étude et la méditation. La vérité ne lui serait pourtant entièrement révélée que lorsqu'il entrerait dans le 5e cercle, ce qui prendrait encore des années. Pour l'heure, il avait bien d'autres préoccupations. Quelques jours plus tôt, un groupe de voyageurs s'était arrêté à Ondiane, demandant de l'aide pour l'une des leurs grièvement blessée. Ce n'était pas rare. Les rêveurs utilisaient souvent leur art pour soulager ceux qui étaient dans le besoin. Ils en tiraient de modiques avantages matériels et contribuaient à forger à la confrérie une réputation positive. Artis Valpierre avait participé au rêve de guérison qui s'était dessiné autour de la jeune femme inconsciente. Elle était touchée à l'abdomen et, sans l'intervention des rêveurs, serait sûrement morte. Rêver la régénération des organes atteints n'avait pourtant pas été facile. Les rêveurs possédaient de solides connaissances en anatomie, et ils pouvaient tout guérir, à part certaines blessures à la tête. L'équipage qui accompagnait la blessée était étrange. 2 adolescents, un garde d'Alvor, un chevalier errant, un guerrier rompu au commandement et un vieux dessinateur. Artis n'avait encore jamais vu de groupe aussi disparate frapper à la porte de la confrérie. Ondiane n'hébergeait qu'exceptionnellement les visiteurs, mais en 2 phrases chuchotées au maître rêveur, le vieux dessinateur s'était vu accorder l'hospitalité. Plus étonnant encore, le supérieur d'Ondiane l'avait chargé, lui, Artis Valpierre, de veiller à ce que les voyageurs ne manquent de rien, le mettant pour ainsi dire à leur service. Tout cela aurait encore pu passer si Non, trop c'était trop. Il devait réagir. Arrivé devant la porte de Maître Carboist, il frappa respectueusement et attendit l'autorisation d'entrer. Le bureau du supérieur d'Ondiane se trouvait dans la tour ouest et 3 de ses fenêtres s'ouvraient sur la vallée. La pièce était de belle taille, les murs couverts de rayonnage de livres, et un imposant bureau sombre en occupait le centre. Dans un pot de céramique jaune, une enjôleuse d'ulme sifflait de doux trilles, mais aucun insecte ne s'approchait de ses vrilles, et la plante restait sur sa fin. Assis à son bureau, Maître Carboist travaillait. Quand Artis Valpierre s'arrêta devant lui, il leva les yeux de la lettre qu'il était en train de rédiger. « Oui, Artis ?» lança-t-il d'une voix ferme. « Que puis-je pour vous ?» Le rêveur sentit sa résolution vaciller. Il avait toujours été impressionné par le maître. Celui-ci, initié du 7e cercle, était un homme d'une 60aine d'années, à la carrure encore athlétique. Comme tous les résidents d'Ondiane, il était vêtu d'une bure. Son regard dégageait tant de force qu'on ne doutait pas qu'il était un personnage exceptionnel, un chef. Artis Valpierre essaya de se reprendre. « C'est au sujet des voyageurs. » finit-il par déclarer. « Oui, vous savez que les 2 adolescents ont disparu peu de temps après leur arrivée. »« Je sais, » le coupa Carboist. « et je vous ai expliqué que cela ne nous concernait pas. »« Oui, oui, » redouilla Artis. « mais ce n'est pas ce dont je voulais vous entretenir. » Le maître rêveur soupira et se renversa dans son fauteuil. « Je vous écoute, » dit-il patiemment. « Et Yana est guérie et... » « Et Yana ?» Artis Valpierre rougit. « C'est la jeune femme blessée que les voyageurs nous ont amenée. Elle s'appelle Eyana Galdin. » Voyant que son supérieur ne disait mot, le rêveur poursuivit. « Le guerrier qui se nomme Edwin utilise, avec votre assentiment, je crois, la cour de la fontaine pour entraîner les 2 autres hommes au combat. Ils y passent au moins 6 heures par jour. » Maître Carboist ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. « Je sais tout cela, vous vous en êtes déjà plein, à cause du bruit et de la distraction que cela entraîne pour nos novices. Vous êtes également insurgé contre les incursions de Maître Neil Erg dans notre bibliothèque. J'ai donné mon accord pour tout cela. Expliquez-moi maintenant quel est le rapport avec Mademoiselle Caldine. » Artis prit une grande inspiration et se lança. « Cette jeune femme semble avoir parfaitement récupéré et... vous m'en voyez ravi. Et depuis ce matin... » continua le rêveur en essayant de ne pas bafouiller. « Elle s'entraîne avec les autres dans la cour. » C'est tout ? Artis Valpierre explosa. « Comment ça, c'est tout ? Comment voulez-vous que mes élèves se concentrent sur l'enseignement que je leur dispense avec cette jeune femme qui se donne en spectacle ? Je crois essentiel de décider très vite de... Est-elle jolie ? Pardon ? Je vous ai demandé si cette Eyana Galdin était jolie. C'est que... Artis, ma question est claire. Répondez-y simplement. Est-elle jolie ? Le rêveur se tordait les poignets. Il ne parvenait pas à décider si son supérieur était sérieux ou s'il se moquait de lui. Il aurait voulu se trouver à des kilomètres de là. Oui, elle est jolie. Un léger sourire se dessina sur les lèvres du maître rêveur qu'Artis Valpierre, tout à son embarras, ne perçut pas.
Vos élèves ont donc raison de la regarder, affirma Carboist. Elle les fait certainement plus rêver que vous. N'en soyez pas jaloux, c'est la nature qui veut ça. Bien, Artis. Puisque j'ai répondu à votre question, je vous serai reconnaissant de me laisser travailler maintenant. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler avec vous, mais j'ai tant de choses à faire. Artis Valpierre se frotta le visage avec les mains et soupira. La situation lui avait encore échappé. Malgré les arguments qu'il avait préparés, il s'apprêtait à sortir quand maître Carboist le rappela. Artis, puisque vous devez passer par la cour pour récupérer vos élèves, auriez-vous la gentillesse de demander à maître Nilherg de monter jusqu'à mon bureau? Je dois l'entretenir de quelques petites choses. Le rêveur acquiesça sans un mot et se retira. Il reprit le long couloir et emprunta l'escalier qui conduisait aux ateliers. Il les traversa pour atteindre les cuisines et salua au passage les rêveurs chargés des repas cette semaine-là. Après avoir franchi le jardin intérieur, il s'engouffra dans une nouvelle aile de la bâtisse, parcourut une enfilade de couloirs, descendit encore un escalier, dépassa la bibliothèque et déboucha dans le grand hall. La cour de la fontaine s'étendait derrière la porte vitrée. Malgré ce qu'avait insinué le maître, ses élèves ne s'y trouvaient pas, bien sûr. Le vieux dessinateur, maître Nilherg, était assis sur un muret dans un des rares coins d'ombre et les autres s'entraînaient au combat, comme d'habitude, à main nue pour une fois. Artis se demanda pourquoi les voyageurs ne quittaient pratiquement jamais la cour. On pouvait y passer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on était sûr qu'au moins l'un d'entre eux s'y tenait, attendant on ne savait trop quoi. Bjorn, le chevalier, poussa un cri. Artis colla son front à la vitre pour mieux observer la scène. Les trois combattants étaient torse nus dans le soleil, leur peau ruisselant de transpiration. La jeune femme, en âge elle aussi, ne portait qu'un léger pantalon de coton noir et un débardeur assorti. Bjorn se releva péniblement. « À toi, Maniel !» lança Edwin. Le soldat s'approcha, main ouverte, bras écartés. C'était un colosse de 120 kilos mesurant 10 bons centimètres de plus que Bjorn, pourtant impressionnant, des muscles épais et noueux roulés sous sa peau. Face à lui, Edwin semblait presque fragile. « Ce n'est pas une garde de combat !» hurla cependant celui-ci sans manifester d'inquiétude. « Peut-être, » grommela le soldat. Mais c'est efficace. Edwin haussa les épaules. Contre les grands-mères, Maniel, pas contre un vrai combattant. Et Yana, montre-lui. La jeune femme s'avança, une expression de parfaite assurance sur le visage. C'est parti! Cria Bjorn qui s'était assis un peu plus loin. Maniel fit un pas en avant et ses bras se refermèrent sur elle. Du moins, faillirent. Et Yana saisit un poignet gros comme son mollet et pivota en accentuant l'élan du soldat. Avec un cri rock, il alla s'écraser 2 mètres plus loin. Bjorn éclata de rire. « Nous sommes trop gras, Maniel, ça nous perdra !» Le soldat se releva en grimaçant. Il s'approcha d'Eyana plus prudemment cette fois. « Ta garde n'est toujours pas bonne !» commenta Edwin. Comme pour lui donner raison, la jeune femme feinta sur le côté, s'accroupit et faucha du pied les jambes de son adversaire qui se trouva de nouveau à terre. Maniel se redressa et avec un haussement d'épaule désabusé, rompit le combat. Artis Valpierre choisit ce moment pour sortir. Il se dirigea vers maître Nilherg, en évitant soigneusement de regarder Yana qui grimaça dans son dos. Elle s'adressa à Edwin. « En garde ?» »« Si tu veux. » Maniel et Bjorn se retournèrent, attentifs. Et Yana et Edwin se déplaçaient avec la même grâce, leur différence de poids gommée par la fluidité de leurs mouvements. Une poignée de secondes s'écoula et Yana bondit. Elle agit avec beaucoup plus de rapidité que lors de son affrontement avec Maniel. Sa jambe droite se tendit brusquement en décrivant un arc de cercle vers la mâchoire d'Edwin, qui n'était plus là. Elle sentit sa cheville tirer sur le côté et perdit l'équilibre. Elle se rattrapa de justesse et se remit en garde. « Il est rare, » commenta Edwin, que ce type de coup de pied fouetté soit efficace en combat face à un adversaire vigilant. N'oublie jamais que... Il fut interrompu par un cri de maître du homme. Le vieil analyste s'était levé et sans plus se préoccuper d'Artis Valpierre, désignait la fontaine du doigt. « Je sens son dessein !» clama-t-il. « Ils arrivent !» Toutes les têtes se tournèrent vers l'endroit que montrait maître du homme. Il n'y avait rien, la cour était vide, blanche de soleil. Puis 2 silhouettes se matérialisèrent près du bassin. Camille et Salim étaient de retour.